Hey, ben voilà, comme d'habitude, hein, c'est le stream du jeudi, tranquille, mais aujourd'hui, à la différence d'habitude, ben c'est un stream qui n'est vraiment quasiment pas préparé. Donc ça va être plutôt chill, ça va être plutôt détente, et comme dans tout stream chill, on va mettre de la musique d'abord, parce que un peu trauma des VOD sur route, enfin le jeu de société quoi, où pendant les deux premières VOD, il n'y avait pas de musique en fond et c'était triste à mourir. Mais tranquille. Mais bref, aujourd'hui, on va se mettre ici en même temps que je discute. Le stream va porter sur la technique du chaos, qui est une technique qu'on m'a enseignée pendant mes études. Donc c'est pas moi qui ai inventé le nom et pour me donner un genre un peu edgy. Non, pas du tout. C'est comme ça que le professeur a nommé la technique. Et je trouve que ça marche bien avec ce qu'on va voir. Et en fait, c'est quelque chose qui revient souvent quand on est artiste. C'est d'être bloqué et de pas avoir d'idée. Surtout quand on nous donne un thème précis ou un cahier des charges assez précis, il se peut qu'on peut bloquer sur un projet en fait. Et ça peut arriver plus souvent que ce qu'on le pense. Même quand on est très créatif, même quand on a beaucoup d'imagination, il y a toujours une limite. Et du coup, cette technique du chaos, c'est une technique qui permet de débloquer un petit peu ces situations-là. C'est pas une technique miracle non plus. On va pas se mentir non plus. Il y aura des gens qui vont être bloqués même avec cette technique parce que c'est peut-être pas adapté à tous les profils. Je parle surtout des gens qui sont très cartésiens, très terre à terre. Peut-être que c'est une technique qui peut les perturber plus qu'autre chose aussi. Mais je trouve qu'elle est quand même intéressante à voir. Et je vois qu'il n'y a plus les sous-titres en plus, donc c'est stylé. Mais je trouve que c'est une technique qui est très très intéressante à voir parce que elle peut nous redonner de l'inspiration. Mais il y a des prérequis, enfin il y a des petites choses à savoir en plus de la pratique de cette technique, c'est-à-dire toute la réflexion qu'il y a derrière. Parce que quand je vous donnerai la technique, vous allez sûrement me dire, en fait c'est facile, j'ai compris direct. Mais non, parce qu'il y a tout un processus de réflexion aussi qui est très important. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, je regarde que tout est bon. Et je regarde surtout pourquoi les sous-titres ont décidé de... Voilà. Donc on va relancer les sous-titres en gros. Attention. Tout ça pour que les sous-titres en plus ils soient pas coopératifs et disent un petit peu des gros mots. Non, ça fonctionne pas. Tant pis, c'est pas très grave. Bref, on va se lancer dans cette technique du chaos. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un stream plutôt chill, plutôt détente dans le sens où, même si je vais donner des explications, on va pas partir dans un stream qui risque de durer 5h30 alors que c'est censé en durer 4. Donc voilà. Ça sera peut-être du coup un peu plus chaotique en termes de rythme que d'habitude, mais c'est raccord avec le thème, en gros. Donc ça va. Voilà. Alors, évidemment, je vais donner un petit sommaire pour qu'on puisse s'y retrouver dans cette série de VOD. Dans la première vidéo, évidemment, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir cette technique du chaos dans les détails. Je vais expliquer comment on peut s'en servir, de quoi il en retourne, évidemment, et aussi comment l'aborder, que ce soit en termes de théorie comme de pratique. On va faire des petits exemples. Et ensuite, pour les 3 prochaines VOD, en fonction de comment ça se passe, évidemment, je veux rien prévoir à l'avance parce que tout est fait en live, donc tout est fait sur le tas. On va se donner des petites thématiques pour voir qu'est-ce que cette technique du chaos peut nous apporter dans notre dessin. Donc, on va peut-être d'abord faire une petite VOD sur comment on peut utiliser cette technique du chaos pour trouver des designs d'armes de mêlée, mais peut-être même des armes à feu, pourquoi pas. Vu que ça, je pense qu'on peut facilement en faire le tour, et que c'est sympa pour débuter avec cette technique du chaos, on va voir ça dans une VOD. Et ensuite, je pense que les 2 dernières VOD, ça va être plutôt basé sur du monster design, et essayer de voir comment cette technique du chaos, elle peut nous permettre d'imaginer des ennemis pour des jeux vidéo, par exemple, ou n'importe quoi d'autre. Si vous faites une bande dessinée où il faut que vous dessinez des petits monstres et vous avez envie d'être un tant soit peu original,
cette technique elle marche très bien aussi. Mais dans le jeu vidéo, c'est une technique qui rayonne beaucoup parce qu'en général, il faut beaucoup d'idées avant de se lancer dans quelque chose de beaucoup plus précis. Il faut lâcher une myriade d'idées. Et cette technique du chaos, elle va beaucoup nous aider dans ce cadre-là en fait. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut devenir concept artiste, mais que vous êtes au niveau débutant, que vous voyez que l'inspiration ça va, ça vient, c'est un peu compliqué, n'hésitez pas à utiliser cette technique que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, on va faire quelque chose de simple avant de commencer le live, parce que même si j'ai pas trop préparé ce que j'allais dire, tout ça, comment je structure mon live, j'ai quand même essayé de faire le minimum, c'est-à-dire de me mettre un petit peu... de me mettre dans le grand bain, enfin dans le grand bain, je sais pas si on peut appeler ça grand bain, parce que c'est une technique plutôt simple en vrai, mais d'avoir recours à cette technique, parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pratiquée, parce que les projets auxquels j'étais attaché ces derniers mois, même cette dernière année, ça ne s'y prêtait pas trop. Mais en soi, j'aurais pu l'utiliser aussi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire des petits tests. Et là, vous vous dites, mais attendez, c'est quoi ces petits croquis qui n'ont aucun sens? Et vous avez raison, ces croquis n'ont aucun sens. Mais quand je vais vous expliquer comment fonctionne cette technique du chaos, vous allez comprendre que dans un premier temps, le but, ce n'est pas de performer, ce n'est pas d'avoir quelque chose de joli, c'est d'avoir une idée. C'est surtout ça le but. Et après, comment on développe cette idée dans quelque chose de plus concret? Si on a le temps, on essaiera de faire peut-être un petit monstre ou un personnage même, parce que j'ai parlé de monstre, mais ça marche aussi dans tout ce qui est chara-design un peu plus classique. Cette technique marche aussi, en fait, elle marche dans tout. Même dans de la composition, on va le voir, dans de la composition pure et dure, cette technique, elle peut rayonner. Donc, c'est assez intéressant. Ok, donc voilà, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'on voit ces petites créatures que j'ai faites, et en fait, cette créature, les idées ne sont pas venues parce que je me suis inspiré de références, elles me sont venues parce que j'ai fait cette technique du chaos. Donc on a ça, une sorte de serpent avec des bras, il tend les bras comme s'il était un zombie, et il a des petites cornes sur la tête. On a ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça fait un petit peu flipper, et il y a une petite vibe... une mini vibe Évangélion, mais de très loin, si on ferme deux yeux et qu'on se met de dos, mais tranquille. Là, on a une sorte de magicien qui est sur une sorte de baleine aquatique. Oui, parce qu'une baleine, dans l'imaginaire, c'est pas forcément aquatique, ok? Mais tranquille. Et là, on a une sorte de robot avec deux pattes, voilà. Et en fait, tous ces petits designs, ils ont été vraiment trouvés en 5 minutes montre en main, même pas. Parce que j'ai utilisé cette technique du chaos. Et du coup, c'est quoi les fondements de cette technique du chaos? C'est ce qu'on va voir maintenant, en gros. Pour ceux qui ont peut-être fait des études de psychologie ou qui se sont intéressés à la psychologie, il y a quelque chose de plutôt célèbre qu'on voit même dans certains films, dans certaines fictions. C'est les tâches de Rorschach, il me semble que ça se dit comme ça. En plus, j'en parlais il y a pas longtemps avec un ami, donc il me semble que c'est ça. Et en fait, c'est quoi ces tâches? Ces tâches, en fait, c'est des formes un petit peu abstraites. Je vais faire un calque, sinon je peux pas dessiner, évidemment. C'est des formes un petit peu abstraites qui vont plus ou moins nous évoquer des choses. Et en fonction des gens, ça ne les évoque pas la même chose. Et souvent, ça veut dire des choses sur le profil psychologique de la personne. Donc là, j'ai fait une tâche au hasard. J'en ai fait une autre. Et en fait, ce que je fais là, c'est... tout ce qu'il y a à retenir de la pratique de cette technique du chaos. C'est faire des tâches. C'est le fondement de cette technique-là. C'est de faire des tâches de manière abstraite. Là, je regarde même pas mon écran. Je regardais un petit peu le mur qui est à ma droite. Je fais des tâches. Et voilà. C'est ça, cette technique du chaos. Donc du coup, forcément, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette technique de merde, on pourrait se dire. Mais en vrai, cette technique, elle est vraiment très très puissante pour trouver des idées. Parce qu'en fait, le but, c'est que, un peu à la manière de ces tâches de Rorschach, il me semble que c'est comme ça, hein. J'espère que c'est ça, parce que sinon, je me prends la honte à dire un truc en mode « ouais, je suis sûr de moi », et au final, pas du tout. Mais tranquille. Et en fait, ces tâches, elles vont nous évoquer quelque chose. Et en fonction de nos références
Là, je parle purement artistique, on n'est plus dans de la psychologie. De toute façon, on n'a jamais été dans de la psychologie dans ce stream. En termes de référence, en termes même d'expérience, ou même de votre personnalité, de ce que vous aimez, de vos goûts, tout ça, ces tâches ne vont pas vous évoquer la même chose et vous n'allez pas voir la même chose. Et en fait, il faut vraiment que ces tâches soient faites de manière arbitraire. Hein. Il ne faut pas avoir une idée précise dans un premier temps. Ça, c'est vraiment si vous n'avez aucune idée. Quand vous avez un début d'idée, vous pouvez faire une tâche un peu plus précise. Par exemple, si je veux faire, je sais pas moi, une sorte de corps, peut-être que je peux m'amuser à faire des bras comme ça, une tête et quelque chose comme ça, et après rajouter des formes un petit peu plus abstraites. Et peut-être que en fait, tout ça, ça va me donner une idée ça va être une tâche qui sera exploitable avec cette technique du chaos. Mais du coup, voilà, on est sur quelque chose d'un peu comme ça. Et en fait, maintenant, je pense que la plupart d'entre vous... Ah, les sous-titres sont revenus, stylé. La plupart d'entre vous ont compris où je voulais en venir. C'est qu'en fait, avec ces tâches, on va imaginer ce que ces formes, ce que ces silhouettes pourraient être. Parce que plus que des tâches, ce sont des silhouettes dorénavant. Et voilà, et en fait, c'est ça le cœur de la technique du chaos, c'est de faire des silhouettes arbitraires. Là, je les ai faites en noir, mais vous pouvez les faire dans n'importe quelle couleur. Et par-dessus, de dessiner ce qui vous vient à l'esprit, sans forcément se prendre la tête, en essayant d'être dans du lâcher-prise le plus total, et de voir ce que ça donne pour avoir un premier jet d'idées. Et cette technique, elle rayonne surtout quand on fait plusieurs tâches. N'en faites pas qu'une seule, parce que si vous en faites qu'une seule, vous n'aurez qu'une idée. Le but de cette technique, c'est de pondre un maximum d'idées et de laisser aller son esprit à la créativité, tout simplement. Et du coup, si on revient sur mes petits monstres que j'ai dessinés, on voit derrière, bon, j'ai fusionné les calques, donc du coup, je peux plus décomposer, mais tranquille. On voit derrière qu'il y a une sorte de tache grise. Ben en fait, c'est parce qu'à la base, c'était des taches noires comme ça, que j'ai baissé l'opacité, et à travers ces taches noires, j'ai dessiné ce qu'il me venait. Voilà pour le gros de la technique du chaos. Maintenant, la vraie question, c'est comment aborder ça? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait la tâche? Quelle est la réflexion qu'on peut avoir derrière cette pratique-là? Et surtout, est-ce que ça fonctionne avec tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des profils artistiques où ça bloque un peu plus? Parce que, ben, justement, comme je l'ai dit en début comme en introduction, j'ai dit que quand on est un peu terre-à-terre, peut-être un petit peu trop cartésien, c'est vrai que c'est une technique qui peut perturber. Mais il y a des astuces pour en tirer quelque chose malgré ce trait de caractère. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Déjà, là on a des petites tâches qui sont sympas, donc je vais peut-être en rajouter quelques-unes. Vite fait, j'essaye de regarder un petit peu ailleurs. De temps en temps, je regarde pour uniformiser la tâche, mais globalement, j'essaye de faire des petits trucs, quoi. De faire des trucs comme ça. Bon, je pense pas que de toute façon on dessinera dans toutes ces tâches-là, pour cette VOD, mais ça nous permettra d'expliquer certaines choses. Du coup, on est dans ces tâches-là. Comment aborder cette technique du chaos maintenant? Il y a deux grosses façons, en vrai. Après, évidemment, comme d'hab, moi je vous donne ce qui me vient à l'esprit, ce que j'ai appris aussi, mais n'hésitez pas à expérimenter, à tester de nouvelles choses. Si quand vous me voyez travailler, vous vous dites « Ah mais moi j'avais pas pensé ça comme ça, j'avais plutôt pensé de cette façon-là », n'hésitez pas à le faire de votre côté et vous approprier ces techniques-là, c'est ça qui est important en fait. C'est de sortir de temps en temps des carcans habituels pour en ressortir une créativité personnelle, mais ne vous inquiétez pas, si cette technique vous la prenez au pied de la lettre, ça fonctionne très très bien aussi. Voilà. Alors comment ça fonctionne, comment on peut l'aborder? Il y a deux grandes façons, comme je l'ai dit. La première, c'est pas forcément celle que j'utilise le plus, pas forcément celle que je la trouve la plus intéressante, mais dans certaines conditions, elle est vraiment très puissante. C'est de sculpter dans la forme en fait. Admettons par exemple, je prends celle-là de forme. On pourrait imaginer plein de choses, on pourrait imaginer que c'est une feuille, on pourrait imaginer que c'est un homme dans une sorte de véhicule un peu sphérique, on pourrait imaginer que c'est une poupée russe qui se branche en mode clé USB par le bas, on pourrait imaginer plein de choses. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va prendre, si on veut faire la technique où on sculpte la forme plutôt que de faire ce qu'on fera après, mais je vous le dis maintenant, c'est de dessiner en fonction du contour.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre soit la gomme, soit mettre notre brush en transparence et tout simplement commencer à sculpter, je sais pas, par exemple, plein de petites formes. Là, je me dis, ouais, ça ressemble un peu à une tête. Là, je me dis peut-être que je peux faire quelque chose comme ça. Peut-être en vrai, maintenant, je vais couper, je vais faire quelque chose comme ça. Là, je vais faire un truc comme ça ici. Et je sais pas, moi, là, j'imagine que peut-être, en fait, ouais, ça me convenait pas comme forme finalement, donc on va faire quelque chose comme ça. En vrai, à partir de ça, déjà, on a peut-être des formes qui sont un peu moins... qui sont un peu plus complexes, mais qui nous permettent peut-être de dessiner quelque chose de justement plus intéressant, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on peut peut-être imaginer que, en repassant notre brush en noir, on peut peut-être imaginer que là, il y a une sorte de visage, et qu'en fait, il est en train de serrer dans ses bras, genre une sorte de bébé. Genre, si on est sur le thème de la natalité, qui le serre dans ses bras, et qu'en fait, c'est une sorte d'esprit qui vole et qui a attrapé un enfant, par exemple, mais peut-être pas pour quelque chose de mauvais, mais peut-être pour le protéger. Et en fait, on peut déjà imaginer des trucs comme ça, et après, rien ne nous empêche de rajouter des éléments, si je veux faire une sorte de fantôme un peu raie, je peux rajouter des petits trucs. Et en fait, même si ça ne ressemble à rien, ça peut sembler encore plus arbitraire, ça m'a donné un début d'idée qui, après, une fois que je serai dans mon processus où il faudra concrétiser les idées, ben, ça sera un très bon point de départ, en fait. Donc c'est ça qu'il faut retenir avec cette technique du chaos, c'est que comme d'habitude, dans tous les premiers process, dans toutes les premières étapes d'un process, ça ne doit pas ressembler à quelque chose directement. Il faut que ça nous aide pour qu'on puisse se faire une idée dans notre tête et après le conceptualiser. Donc, cette technique de sculpter la forme, elle est intéressante, mais j'avoue que pour une forme, pour créer un personnage, c'est peut-être pas celle-ci que j'utiliserai. Mais par contre, pour créer quelque chose d'un peu plus précis, une arme, et c'est ce qu'on verra en deuxième partie de stream, du coup, dans la deuxième VOD sur la technique du chaos, si je dois faire une arme, genre par exemple, je me dis je veux faire une hache, on va faire une forme comme ça, je m'en fous un petit peu de la forme, et en fait, genre je vais peut-être sculpter à l'intérieur, et je vais peut-être sculpter à l'intérieur quelque chose, pour essayer de trouver une forme qui est plutôt intéressante, et du coup, peut-être que mon arme, en fait, comme on sait que là il y a le manche, que là il y a la lame de la hache, en fait peut-être que je vais trouver quelque chose d'assez intéressant en termes de design. Et là je trouve que cette technique de sculpter ça marche un petit peu mieux que si on était sur un personnage. Mais tout fonctionne, mais c'est le début. Et après évidemment, une fois qu'on a la première base, on va pouvoir revenir avec des petits traits, peut-être que là je pourrais faire une sorte d'attache avec une sorte de clou, de me dire là ça devrait être un peu plus pointu parce qu'on est sur quelque chose d'un peu, une sorte de hache qui est un petit peu arbitraire, genre qui est un petit peu, qui a été fait un petit peu par un forgeron très délicat quoi, donc on pourrait imaginer quelque chose comme ça et après revenir sculpter, peut-être rajouter une forme ici, et ainsi de suite en fait. On va partir sur quelque chose comme ça, et ça peut nous donner plein d'idées, et de pistes surtout, de design pour des armes avec cette façon de sculpter la forme. Ça marche aussi pour les petites choses comme ça, mais je la trouve un petit peu moins pertinente, mais à vous de voir. Moi peut-être je la trouve moins pertinente parce que j'ai un trait qui est beaucoup plus brut, qui est pas suffisamment délicat et précis, et du coup ça donne peut-être quelque chose d'un peu trop brouillon, et c'est pour ça peut-être que ça me donne cette sensation là. Mais si vous avez peut-être un trait délicat, plus de patience, peut-être que sculpter c'est la façon d'aborder la technique du chaos qui vous siera le plus. Moi en revanche, comme je l'ai dit, vu que je suis un peu plus brutal dans mon trait, moi ce qui me convient, c'est de sculpter, c'est de dessiner dans la forme en fait. Mais comment ça fonctionne ? On va pas juste faire, par exemple, je vais mettre un calque au-dessus, évidemment ça marche mieux. Je vais pas juste faire le contour de la forme, parce qu'au final on se retrouvera avec la même forme, ce n'est pas forcément intéressant. En fait, c'est qu'en regardant cette tâche que j'ai faite, qui est totalement au hasard, et qui n'a pas été réfléchie en amont, je vais voir un petit peu des éléments qui me feront peut-être penser à quelque chose. Là, moi, en fait, ce qui me vient avec cette tâche, ce serait une sorte d'éléphant des mers, en fait. Genre peut-être avec des yeux ici, genre un peu en mode crocodile, comme ça.
genre, et une sorte de trompe qui va aller jusque-là dans un premier temps. Et du coup, genre, quelque chose comme ça. Du coup, comme j'ai imaginé un éléphant, je peux peut-être lui rajouter des sortes de petites défenses. Peut-être même des petites oreilles un peu plus ridicules, parce que du coup, c'est un éléphant des mers. Et ça peut même peut-être faire nageoire. Quelque chose comme ça. Et du coup, avec là, du coup, l'aileron, c'est ça qui m'a fait penser à quelque chose de marin. Là, on peut penser à une autre nageoire qui fait un petit peu patte, et ainsi de suite. Et là, genre, il y aurait la nageoire... je connais plus exactement le nom des nageoires, mais la queue du poisson qui serait ici. Et là, du coup, peut-être on pourrait imaginer qu'il y a 2 nageoires dorsales, quelque chose comme ça. Et du coup, après, on peut imaginer un petit ventre, pourquoi pas une... Ça, je crois que c'est la nageoire caudale, mais je suis pas sûr. Donc voilà, et genre faire la petite trompe comme ça. Et c'est comme ça, à partir de cette technique du chaos, qu'on trouve des débuts d'idées. Parce qu'en fait, la forme nous a fait écho à quelque chose, on a essayé de dessiner à travers la forme, et ça a donné un truc une idée qui mérite d'être développée, qui mérite d'être creusée. Et comment on creuse les idées une fois qu'on les a trouvées avec la technique du chaos, ça on va le voir, je pense, en fin de cette VOD, parce que c'est plutôt assez simple. Mais je vais essayer, si j'ai le temps, de focaliser la dernière VOD sur cette technique du chaos, sur un design un peu plus abouti, et du coup, tout ce qui va avec... de ce point 0 qui est la technique du chaos jusqu'à quelque chose de beaucoup plus abouti, beaucoup plus professionnel et propre surtout. Du coup voilà, là on a notre petit éléphant qui est en mode, notre éléphant marin qui est là, donc du coup voilà, c'est la première idée qui m'est venue en tête, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une même tâche peut être exploitée de différentes façons. Le truc, c'est que, avant de passer de vous montrer comment on peut exploiter une forme de plein de façons différentes, le truc, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez, j'ai rajouté une nageoire ici, pourtant il n'y a pas de forme. J'ai un petit peu dépassé là, par exemple. Je me suis permis des choses qui ne sont pas dans la forme. Et ça, c'est la première chose à retenir, c'est que dans cette technique, qu'on le fasse en mode sculpture, comme ça, pour les armes par exemple, ou en mode dessin purement dans la forme, ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas se limiter à la forme. La forme est un prétexte pour avoir des idées. Ce n'est pas une consigne, ce n'est pas un thème, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Si par exemple, je sais pas moi, j'aurais aimé ajouter, je sais pas, par exemple une sorte de chapeau festif à mon éléphant marin pour X raison, mais même s'il n'y a pas de forme en triangle, même un chapeau de magicien, pourquoi pas, genre c'est une baleine, une baleine éléphant magique, il n'y a rien qui m'empêche de faire ça. Ce n'est pas une technique fermée, c'est une technique qui doit laisser la porte ouverte au lâcher prise. Il y a différentes possibilités. Là, je voulais faire une baguette magique, mais je me suis arrêté en cours de route. Mais voilà, hop. Du coup, voilà, il ne faut pas s'arrêter. Mais du coup, je reviens à ce que je disais avant, c'est que là, j'ai fait une sorte d'éléphant des mers magique, mais je pourrais peut-être prendre la chose d'une autre façon. Et là, par exemple, me dire, je vais prendre le contre-pied de ce que j'ai vu tout à l'heure, je vais faire des yeux ici, comme ça, et là, peut-être une tête un petit peu plus insectoïde, genre faire des sortes de pattes, comme ça, hop. Genre un peu en mode comme ça, genre une sorte de brosse carapace avec des pics. Ça fait un petit peu Narcilla hein, pour ceux qui ont la ref, mais tranquille. Voir les mobs dans Mario avec les pics sur la tête. Mais la forme, elle me fait penser un petit peu à ça. Et genre, là, on est dans quelque chose de totalement différent. Comment j'ai interprété la forme, en fait. Et là, peut-être, pourquoi pas lui mettre des œufs, comme s'il avait des œufs collés sur lui, et que ce soit ces petites araignées qui sont à l'intérieur. Et là, pareil, je peux me permettre de faire des pattes supplémentaires. Quelque chose comme ça, en fait. Du coup, des pics en plus, des petites choses. Et entre ça et ça, il n'y a aucun rapport. C'est totalement deux idées qui sont différentes, mais la forme est la même. Donc, si vous avez la flemme de faire 1 milliard de formes comme je l'ai fait là, vous pouvez vous permettre de juste aller à l'essentiel. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un point de départ. C'est un point d'accroche.
Et du coup, si on ne, comment dire, si on se cantonne à ça, la technique elle perd sens parce que le but c'est de trouver des idées pour après faire quelque chose de concret. Mais voilà, c'est les deux façons d'aborder la technique. Donc du coup, on dessine dans la forme sans forcément faire quelque chose de... sans forcément prêter attention au contour. On peut par exemple, je sais pas là, imaginons je fais un œil ici, on dirait une sorte de chrysacier quelque part, mais on pourrait faire autre chose, genre je pourrais faire en sorte que là il y ait une sorte de langue qui sort, et en fait c'est une sorte de... encore un poisson, mais je sais pas pourquoi, peut-être c'est parce qu'on est en avril que je pense à des poissons, mais on pourrait penser à quelque chose comme ça, et du coup il y a plein de possibilités, et c'est à vous de voir comment vous abordez cette technique. Il faut juste pas faire que le contour de la forme, rajouter peut-être des éléments, même diviser les formes que vous voyez. Là, peut-être, pourquoi pas, on pourrait imaginer une sorte de gros canon comme ça, qui va tirer quelque chose, comme si c'était une sorte de tank. Là, on pourrait imaginer, je sais pas, une sorte de protection. En fait, ça serait une sorte de véhicule, un petit peu en mode carte, quoi. Carte de mine, pas genre Mario Kart. Quelque chose comme ça, et là il y aurait un mec par exemple dedans qui essaye de tirer, et ça donne un petit aspect limite ridicule parce qu'on dirait un petit jouet, mais pourquoi pas après rajouter des éléments, genre je sais pas, par exemple une sorte de truc où il y a les balles en mode sulfateuse et du coup ça tire et tout. On pourrait imaginer plein de choses en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut imaginer ça, mais on peut imaginer, si on repart sur l'idée, ça me fait encore penser à un éléphant, c'est grave. Je sais pas ce que j'ai avec les éléphants aujourd'hui, mais on pourrait peut-être penser à une sorte de petit... peut-être un tamanoir plutôt, genre qui est un tamanoir un petit peu reptilien, je sais pas, quelque chose comme ça. Genre, je sais pas, ça me fait écho au pérodactyle, cette sorte d'appendice qui est ici. Et du coup, je sais pas, après... ça fait un peu ennemi de Pikmin, ça, techniquement, mais tranquille. Genre, et après, on fait un truc comme ça, quoi. En fait, il y a plein de possibilités, il faut juste pas se brider et laisser parler sa créativité, tout simplement. C'est ça qui est important dans cette technique du chaos. C'est très important, même. Parce que si vous vous bridez, si vous êtes trop rigide, en fait, vous allez juste voir une tâche bloquée dessus. Mais, comme je l'ai dit, et c'est bien parce que ça fait le lien entre ce que je viens d'expliquer et ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est que c'est vrai que quand on voit cette technique, on pourrait se dire c'est pas pour moi. Parce que comme je l'ai dit, peut-être qu'on a une façon de penser un peu trop... pas rigide, parce que c'est un peu trop péjoratif de dire rigide, mais peut-être un peu trop terre à terre. Et du coup, quand on voit une tâche, on se dit ouais, mais c'est juste une tâche, moi ça me fait rien. Mais il y a des petites façons, des petites techniques pour comment dire, on va prendre une autre tâche parce qu'on a déjà travaillé sur celle-ci en vrai. Donc voilà. Il y a des petites astuces pour essayer de débloquer et d'aller à contre-courant de ce côté je ne vois qu'une tâche. Il y a aussi d'autres profils qui pourraient être en mode plutôt je veux tellement respecter l'idée de ma tâche de base que je m'impose trop de limites et je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit parce que je regarde trop la forme dans sa globalité plutôt que d'essayer de la décomposer. Genre c'est vrai que là si je décompose, je fais des yeux et tout, peut-être qu'en fait là ça fait une sorte d'écorce d'arbre, enfin de masque en écorce d'arbre qui est là comme ça, et peut-être ça peut faire une sorte de petit personnage si on est derrière, on peut imaginer plein de choses si on décompose, mais si je le prends comme une seule forme, c'est vrai que là, pour le coup, ça peut peut-être être un peu plus compliqué, surtout quand on n'a pas d'inspiration, on pourrait se dire, ouais, mais c'est quoi ça, je sais pas, moi. Là, même là, en vrai, je pourrais faire une sorte de petit poulpe qui est comme ça, et qui a une bouche ici, et là, c'est toutes ces tentacules qui sont comme ça, mais là encore, j'ai décomposé la forme, je ne suis pas resté sur le truc de base. Mais du coup, pour tous ces gens-là, qui ont du mal à sortir de la forme ou à ne pas voir autre chose, à ne pas réussir à voir quelque chose dans la forme, il y a une petite astuce, et je pense que c'est souvent ce par quoi je commence quand je dessine dans la forme, parce qu'en vrai ça aide pas mal, c'est de faire des yeux, ou d'autres éléments d'un visage. Genre je sais pas, par exemple, c'est vrai que cette forme-là, elle m'évoque pas grand-chose. Donc peut-être que je peux me dire, je vais placer un œil ici,
Et du coup, si j'ai placé un œil, peut-être qu'il faudrait que je place une bouche. Alors, je pourrais la placer où? Je pourrais imaginer que la bouche, elle est là, par exemple. Et du coup, on a vraiment quelque chose d'un peu gros. Ouais, on dirait un dessin de Faisie, ouais. C'est violent. Mais pourquoi pas? Genre, et du coup, partir de ça pour faire autre chose. Mais là, je vois pas ce que je pourrais dessiner à partir de ça, je vous avoue. Mais peut-être qu'on peut imaginer quelque chose de beaucoup plus simple et faire un truc un petit peu plus comme ça. Et du coup, on prend la forme. Là, on est dans quelque chose qui reste toujours arbitraire. Mais comme on a eu une accroche avec les yeux, on peut se permettre peut-être de faire d'autres formes et après de voir ce que ça va donner, quoi. Et là, je sais pas trop où je vais, mais je me dis ça ressemble un petit peu à une aile. Là, il y a un petit peu un corps. Peut-être que finalement, au lieu de faire une bouche, je vais la gommer et je vais rester sur un oiseau, en fait, qui serait un peu plus comme ça, avec un bec vraiment très proéminent. Et du coup, peut-être que cet oiseau, au lieu d'utiliser ce blanc comme si c'était du vide, mais peut-être qu'en fait, je peux faire des sortes de motifs sur son corps. Et ça fait un petit peu, du coup, c'est devenu une sorte de pingouin, pas de pingouin, parce que je sais pas comment c'est exactement un pingouin, j'ai jamais trop étudié cet oiseau-là. Mais du coup, on a quelque chose d'un peu plus intéressant, parce qu'en fait, on s'est juste mis un visage comme point de départ. Et en fait, toutes les formes qu'on va voir vont peut-être nous faire écho à des petites choses jusqu'à trouver cette idée. Parce que là, l'idée du pingouin, ben, elle est plus intéressante que notre idée de base, où on a fait notre œil ici et notre bouche là. Genre, on peut plus facilement designer quelque chose via ça que via ça. Mais même, on sait jamais, peut-être que du coup, ça c'est une étape qui arrive après. On sort de la technique du chaos pour justement concrétiser nos trouvailles. On peut peut-être essayer de le mettre dans un autre angle. Et même si cette petite chose est totalement pas très esthétique, peut-être qu'on peut lui trouver une autre utilité. Et là, par exemple, en le mettant comme ça me fait penser au yokai parasol. Du coup, on peut imaginer une sorte de parasol maléfique qui se plie comme si c'était un bonnet des Schtroumpfs, quoi, et on pourrait peut-être lui trouver d'autres choses. Donc n'ayez pas peur même de faire des choses qui ne sont pas esthétiques, qui ne sont pas très belles, parce que peut-être qu'en poussant un petit peu l'idée, vous allez trouver plein de concepts, et après en fait, à partir de ce parasol qui est pas très beau, ben, peut-être que je peux faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, tout en gardant cette idée de pli comme ça, et d'œil qui trône au sommet en fait. Donc je peux peut-être faire quelque chose comme ça, et là peut-être apporter un côté un petit peu tordu pour montrer que c'est un monstre, quoi. Et en fait c'est comme ça que petit à petit je vais enlever les taches, c'est comme ça que petit à petit on va détailler une idée pour en donner quelque chose de vraiment très intéressant, mais tout passe par cette première idée de la technique du chaos. Et il faut pas avoir peur de faire des choses qui sont même pas esthétiques, parce qu'en fait, ça va forcément donner un résultat. Mais maintenant, ça, c'est la question. Comment, de ce petit truc qui ne ressemble à rien, on a pu avoir une idée que petit à petit, on a étoffé pour avoir quelque chose de plus intéressant graphiquement et un meilleur matériel de base pour pouvoir avoir une idée plutôt sympa, quoi. Parce que là, je rajoute des petits détails, des petits pics pour essayer de donner quelque chose. Techniquement, je peux peut-être rajouter des petits trucs comme ça. Et après, je peux l'imaginer en scène. Genre, quand il est ouvert, on a une sorte de grosse bouche avec des dents comme ça à l'intérieur qui pourrait absorber. Et ça, en fait, on aurait pu penser que c'est une sorte de pied. Mais en fait, c'est une langue qui le sert aussi à se déplacer. Et c'est par ce petit appendice qu'il attrape et qu'il met les choses dans sa bouche. On pourrait imaginer que son œil grossit quand il est là, et qu'en fait cette bouche c'est juste un trompe-l'œil, quoi. On pourrait imaginer des trucs comme ça. Mais tout ça c'est venu parce que j'ai fait cette petite tâche, parce que j'ai voulu étoffer petit à petit, et c'est ce que j'essayais d'expliquer avant de me perdre dans mon petit croquis. C'est comment on arrive de ça à l'idée un peu plus construite. C'est par divers procédés, et le premier en fait c'est tout simplement je vais remettre les petites tâches. Le premier c'est en fait d'avoir le maximum d'œuvres références. Quand je parle d'œuvres de référence, ça s'oppose aux références, ou quand on prend une référence, quand on est illustrateur en général, on a souvent une banque d'images à portée de main pour pouvoir savoir comment est composé un élément, comment est structuré
un élément précis et pouvoir le redessiner, l'utiliser, se l'approprier, bref, tout ça. Non, une œuvre référence, en fait, c'est une œuvre qui vous inspire dans votre travail d'artiste, en fait. Je l'ai dit quand je faisais le stream où on a designé les personnages de Wenby et Beralt, des personnages originaux qu'on a créés de A à Z dans une série de VOD, et puis qu'on a mis en scène dans une illustration. Je disais que moi, une de mes plus grosses références, une de mes plus grosses œuvres références, c'est Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Ou Breaking Bad, si on veut changer totalement de registre. Et en fait, en ayant ces images de référence, enfin, en ayant en tête ces œuvres de référence, je vais inconsciemment être inspiré de ces œuvres, et peut-être, par exemple, là, je sais pas, tout à l'heure, j'ai voulu dessiner une sorte de femme, donc je pourrais peut-être imaginer quelque chose qui fasse un petit peu Alice au Pays des Merveilles et Breaking Bad à coller, genre faire une sorte de personnage un petit peu habillé en mode gothique, quoi, avec, je sais pas, peut-être des cheveux ici, comme ça, qui cacheraient son visage, et des cheveux qui tombent comme ça, mais une tenue un petit peu en mode je fabrique de la drogue, quoi, ou alors elle a des sortes de... Elle a plein de... Genre on pourrait imaginer que ça c'est sa main, qu'elle le plie comme ça et que là il y a plein de pilules de drogue ou quoi. Enfin on pourrait imaginer plein de choses en fait en mixant des références, et comme vous voyez, genre c'est des références qui n'ont rien à voir entre elles, genre Breaking Bad c'est plutôt pour les adultes, Alice au Pays des Merveilles, même s'il y a des thématiques qui peuvent parler aux adultes plus qu'aux enfants, c'est quand même un conte qui a été écrit pour les enfants à la base. Enfin, pour les enfants à la base. Le livre, il est quand même déconseillé aux moins de 10 ans, donc faut pas rigoler non plus. Mais du coup, en fait, en mélangeant des œuvres références qui n'ont rien à voir entre elles, on peut peut-être avoir des idées et des pistes surtout pour un univers qui vous appartient totalement. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, comme je l'ai dit, comme on le voit dans tous les dessins issus de la technique du chaos, on est vraiment sur des niveaux 0. Si je prends la base de ce personnage, l'idée que j'ai eue en voyant ses formes, là je sais pas, on pourrait imaginer que c'est des petites ailes, peut-être qu'elle a un de ses membres qui s'est transformé en aile ou en nageoire pour X raison et que c'est un peu une sorte de chimère, parce que je sais pas, on pourrait imaginer qu'elle prend des pilules pour transformer certains de ses membres. Ah, ça a complètement été en mode infection, mais tranquille. On pourrait imaginer peut-être qu'elle prend des pilules pour changer certains de ses membres en membre animal ou en d'autres choses, quoi. Et en fait, toutes ces petites idées, elles viennent parce que je me suis laissé aller à cette technique du chaos. Tout simplement. Donc voilà, c'est ça qui est important, c'est d'avoir des œuvres de référence. Et en ce qui concerne les œuvres de référence, le secret, qui n'est pas vraiment un secret, c'est plutôt logique quand on y réfléchit, c'est de manger varié, on va dire. Et manger varié, ça veut dire quoi ? C'est de consommer plein d'œuvres plein d'œuvres qui pourront vous servir d'œuvres de référence, mais il faut qu'elles soient très diversifiées et qu'elles n'ont aucun rapport, parce qu'en fait, vous pouvez trouver de l'inspiration partout. Je prends souvent cet exemple, mais si vous êtes habitué à lire des mangas shonen type Neketsu, genre que ce soit Hunter x Hunter ou Dragon Ball aussi, hein, même si c'est plus un classique et je pense que tout le monde devrait lire, mais bref, genre Hunter x Hunter ou même des choses un peu plus modernes, hein, comme Demon Slayer par exemple. Bon, c'est un peu plus moderne, il y a des nouveaux animés qui sont sortis depuis en mode shonen, mais je suis pas trop au fait de tout ce qui est shonen non plus, mais bref. Enfin, des nouveautés du moins pour l'instant. Faudrait que je me penche là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes habitué à consommer ce genre d'œuvre, n'hésitez pas à aller voir quelque chose de totalement différent. Même si ça ne vous plaît pas, parce que ce ne sont pas dans vos goûts, n'hésitez pas pour se professionnaliser, faites-vous violence et allez voir des œuvres qui n'ont complètement rien à voir. Par exemple, vous aimez pas trop les films d'enquête policière, essayez de vous dire « Ok, j'aime pas ça, il faudrait que je comprenne pourquoi je n'aime pas ça, donc je vais choper l'œuvre qui est la plus populaire dans les enquêtes policières, je vais regarder un film ou peut-être une série sur ce thème-là, et même si vous n'avez pas aimé et que l'expérience elle sera peut-être pas ouf,
vous pouvez en tirer des idées qui vont vous servir si vous avez projet de dessiner un shonen. Mais peut-être qu'il y a des petites idées qui vont vous servir. Et c'est pour ça qu'il faut manger varié et qu'il ne faut pas faire le difficile sur les références, sur les œuvres de référence, parce que ça peut vous donner plein d'idées. Et j'irai même plus loin. Il y a même des œuvres qui sont considérées comme nulles par la plupart du public, par la plupart des gens, et qui en réalité, quand on les regarde de plus près, oui, en effet, l'histoire est peut-être pas folle, l'animation est catastrophique, c'est possible, mais des fois il suffit d'une seule petite idée pour vous permettre d'inventer une histoire totalement originale. Et au final, oui, vous avez peut-être eu l'impression de perdre du temps en regardant des choses qui ne vous plaisent pas, mais vous avez quand même réussi à trouver des petites références qui vont vous permettre de construire quelque chose qui s'approche de l'originalité. Évidemment, là, c'est pour aller plus loin. Mais dans un premier temps, faites une petite liste de toutes les œuvres que vous appréciez vraiment. Essayez de marquer une sorte de petite légende à côté en mode ok, ça c'est un shonen, ça c'est une série américaine type policier, ça c'est un comics, ça c'est un cartoon des années 2000 par exemple. Et en fait, avec ces petites légendes que vous ajoutez à côté, même vous pouvez aller plus loin, hein, rajouter des mots-clés genre amour, action, tatati tatata. Vous allez voir que même si toutes ces œuvres références sont différentes, il y a peut-être des liens qui fait que vous aimez ces œuvres malgré le fait qu'elles ne soient pas dans le même registre. Ça peut être par exemple un archétype de personnage qui revient souvent, et du coup ça va vous permettre de connaître un petit peu plus votre univers et comment vous pouvez l'enrichir par les références et quelles références vous allez devoir chercher pour vous enrichir. Et une fois que vous vous êtes enrichi avec vos œuvres de référence, en fait, il n'y a plus qu'à se poser, qu'à faire la tâche, à réfléchir un petit peu à nos différentes œuvres et à se lancer en fait, tout simplement. Et c'est comme ça que cette technique, elle va être redoutable. C'est pas seulement faire des tâches arbitraires, c'est surtout se mettre dans... C'est surtout laisser cette tâche débloquer des petits souvenirs dans votre cerveau qui vont vous donner de l'inspiration là où vous pensez que vous étiez bloqué. En gros, c'est ça la puissance de la technique du chaos en fait. Mais ça marche bien, comme je l'ai dit, quand vous avez beaucoup d'œuvres de référence, quand vous mangez varié en termes de référence. N'hésitez pas à tout cela en fait. C'est ça qui est important. Mais bref. Sinon, si on revient purement d'un côté technique pour la technique du chaos, un côté pratique plutôt pour la technique du chaos, maintenant qu'on a vu comment elle fonctionne, comment on essaye de réfléchir quand on veut pratiquer cette technique, la question c'est où est-elle pertinente en fait. Et comme on l'a pu le voir, elle est pertinente quand on veut trouver des designs de petits monstres, par exemple. Du coup, dans le concept art, c'est vraiment très très intéressant. Mais il y a d'autres applications, et même quand on fait quelque chose d'un peu plus posé, un peu moins loufoque dans les designs, on peut y trouver son compte. Déjà, tout d'abord, là où la technique du chaos, elle peut être très intéressante, c'est dans les décors. J'ai utilisé jusqu'à présent une seule couleur de tâche, pour faire mes petites silhouettes. Mais en réalité, si je décide de faire plusieurs couleurs de tâches, je peux peut-être arriver à un décor. Par exemple, je vais prendre du jaune un petit peu orangé, je vais faire ça, je fais quelque chose de totalement arbitraire, je ne réfléchis pas. Je vais prendre peut-être du rouge, je vais faire une tâche ici, je vais prendre peut-être du bleu maintenant, je vais faire une tâche là, comme ça. Je vais prendre du rose, je vais faire un truc comme ça, et ici, comme ça. Et en fait, maintenant que j'ai fait tout ça, et qui est encore plus chaotique, parce que du coup, il y a ce mélange de couleurs qui n'est pas du tout harmonieux, qui est peut-être même un peu agressif pour les yeux, en fait, je vais pouvoir laisser peut-être libre cours à mon imagination, baisser l'opacité, faire un calque par-dessus, prendre ma brush crayon ou la brush où vous êtes le plus à l'aise pour faire des croquis. Et là, je vais me dire, en fait, là, je trouve que ça ressemble un petit peu à un arbre qui a une sorte de branche un petit peu tombante, et peut-être que c'est un petit peu effrayant. Là, ça fait des sortes de petites branches qui s'enfoncent dans le sol, ça fait un petit peu bayou, en fait, un petit peu marécage, donc peut-être que je pourrais en rajouter comme ça. Du coup, si
si ce trait rose il me fait écho à un arbre, on pourrait peut-être imaginer, enfin un arbre, là il y a 3 branches, mais tranquille quoi, on va pas faire un décor totalement précis. Je pourrais peut-être imaginer que lui aussi, c'est un arbre qui fait la même chose, parce que du coup c'est aussi, c'est censé être une même forme, un même élément, parce que c'est de la même couleur. Je peux peut-être faire quelque chose comme ça. Du coup là, on imagine que peut-être, en fait, tout ça, là, tout ce qui est orange, en fait, c'est de l'eau. Du coup, et là, on serait sur la côte d'un marais, et peut-être que là, il y aurait une sorte de chemin avec le bleu. Bon, je suis pas exactement la forme, mais j'essaye un petit peu. Et en fait, on pourrait imaginer que peut-être au-dessus, il y a une sorte de petite maison où il y aurait quelque chose de pas net qui se déroulerait, et on pourrait rajouter plein de petites choses après. Mais en tout cas, ça nous donne un premier aperçu, un premier point de départ soit d'une idée pour quelque chose de purement graphique, soit même, pourquoi pas, le début d'une petite histoire qu'on pourrait se créer, juste avec cette technique-là. Donc la technique du chaos, elle est très utile quand on veut créer des décors aussi, ou même des ambiances. Essayez de faire ça de temps en temps. Là, j'ai fait vraiment des choses un peu plus très arbitraires, mais je peux me permettre aussi de faire quelque chose d'un peu plus précis, genre d'imaginer par exemple que je sais pas moi, là on a une sorte de... Je reviens sur du jaune, j'ai pas fait exprès, mais on a une sorte de ciel, peut-être que j'ai envie d'ajouter des montagnes derrière, comme ça. Je fais de manière quand même un peu arbitraire, hein, pour pas que je sois direct dans la conception et dans l'interprétation des formes, et plutôt de laisser le lâcher-prise prendre le relais. Après, peut-être, je sais pas, je pourrais imaginer qu'il y aurait une petite colline devant, comme ça, qui fait comme ça, et peut-être que la colline, il y en a plusieurs, donc c'est un enchaînement de collines. Peut-être que du coup, je pourrais imaginer qu'en rosé comme ça, il y a des sortes de petites taches comme ça, peut-être c'est une forêt, on sait pas trop. Et en fait, à partir de ça, je vais pouvoir m'imaginer, même si on a eu une idée un petit peu plus précise, en fait, ces tâches, elles restent quand même arbitraires. Et du coup, au lieu, surtout pour les débutants, les débutants ont tendance à faire des montagnes toujours régulières comme ça. Là, en fait, on pourrait s'imaginer que les montagnes, elles sont un peu penchées, que c'est des rochers vraiment un petit peu usés, ou peut-être même des restes de civilisation. Peut-être on était sur l'idée des montagnes, mais on pourrait imaginer que c'est des immeubles en ruine, par exemple, quelque chose comme ça, genre avec des fracas et tout, et que c'est un monde plutôt... où la nature a pris ses droits, par exemple. On pourrait imaginer que là, c'est des arbres qui ont poussé, et que là, on pourrait imaginer un petit perso comme ça. Mais en fait, il faut pas hésiter à laisser son lâcher-prise prendre le relais, comme je l'ai dit, même quand on décide de faire quelque chose de plus précis, parce que pour le coup, les tâches qu'on a eues là, elles étaient totalement arbitraires. C'était un chaos total. Mais il n'y a pas besoin d'être très chaotique pour utiliser cette technique du chaos. Et du coup... Même si vous avez un personnage qui est déjà très détaillé en premier plan, en fait, cette technique du chaos, pour les décors du moins, elle peut vous permettre à faire des décors un petit peu flous que vous n'avez pas besoin de trop détailler et qui fonctionnent quand même. Si vous avez une idée un petit peu en tête et que vous voulez retravailler un tant soit peu, évidemment. Mais il n'y aura pas besoin de passer 3 heures sur le décor pour qu'il fonctionne. Voilà, donc la technique du chaos, on vient de le voir, elle est utile dans tout ce qui est décor. Elle est utile dans tout ce qui est monster design, comme on l'a vu avec... ah merde, si je fais disparaître ça aussi, comme on l'a vu avec les tâches. On a vu aussi que c'était très intéressant, si je remonte en noir comme ça, pour tout ce qui est armes, ou même choses qui sont un peu plus plates, avec cette technique de sculpter à l'intérieur. Mais si on prend un point de vue qui est un peu plus général, qui touche tout illustrateur... il y a 2 autres applications qui me viennent en tête. Bien sûr, il y en a des dizaines, voire peut-être des centaines d'applications possibles, à vous de faire vos tests. Des applications qui touchent un peu plus tout le monde, c'est que si je commence à faire une sorte de visage, donc on va faire quelque chose de très rapide évidemment, genre quelque chose comme ça, genre j'essaye de faire en 3D comme ça, genre hop, enfin en 3 quarts plutôt, genre... on a une sorte de visage, hop. Hop. Ça regarde en l'air, évidemment, parce que ça nous respecte pas. Hop. Si on a vite fait une sorte de personnage, en fait, la technique du chaos, elle peut nous aider. Pourquoi ? Surtout quand on débute et qu'on sait pas trop comment s'y prendre, en fait, elle peut nous aider pour les cheveux. C'est tout simple. Et là, les cheveux, comment ça marcherait ?
ben, je ferai un calque par-dessus, on va le passer en bleu. Je vais prendre encore ma brush, et je sais pas, je vais peut-être faire des formes arbitraires. Là, je regarde pas mon dessin, forcément. Bon, du coup, là, je viens de voir, j'ai un petit peu dépassé sur l'œil, mais tranquille. J'essaie de faire des choses, quoi. Et en fait, maintenant que j'ai ça, je vais baisser l'opacité, et peut-être que du coup, ça va me donner une idée potentielle pour faire des cheveux avec cette forme. Donc on va, comme on essaye là d'être dans un truc un peu plus semi-réaliste que totalement cartoon, on va essayer de rééquilibrer pour que ça soit crédible et cohérent quand même. Genre par exemple, là, on pourrait imaginer qu'il y a des débuts de roue flaquette, par exemple, et que les cheveux ils soient comme ça, et que on soit dans quelque chose un peu comme ça, où ça marque ici. Et là, on serait dans quelque chose d'un peu plus... Et pourquoi pas imaginer une mèche qui retombe comme ça. Et en fait, là, la ligne des cheveux, elle serait plus ici, en fait. Mais il y a cette grosse mèche de cheveux. Bon, là, les cheveux, ils sont totalement aux fraises. Est-ce que ça fonctionne? Perso, je trouve pas. Mais on a quand même réussi à donner une direction pour les cheveux. Là où si on enlève, ben, c'est juste un personnage chauve. Et on pourrait être tenté, par exemple, de juste faire la ligne des cheveux basique. Quelque chose comme ça, et bon, c'est un peu plus propre, j'avoue, que de faire ça, mais si on veut donner de la personnalité et un côté un petit peu plus unique à nos personnages, cette technique du chaos pour la masse de cheveux, elle peut être intéressante. Donc voilà, il y a pour ça, mais surtout, et ça je pense que c'est le point où la technique, moi c'est là où je l'utilise peut-être le plus, cette technique-là, parce que je vous ai dit en début d'explication que je l'utilisais plus trop, mais pour cette utilisation par contre, c'est vrai que ça m'arrive de l'utiliser, c'est pour la composition en fait. On va reprendre la même logique de faire plusieurs couleurs, mais admettons je veux faire plusieurs personnages et je ne sais pas trop comment structurer mon image. Mais je sais pas, je vais prendre ça, je vais faire un truc comme ça, je vais faire vite fait des choses qui ressemblent à des bras. Après je vais me dire, ah ben en fait je vais mettre un autre perso comme ça. En fait ça va pouvoir me faire des tests de composition et voir un petit peu ce que je peux en faire en fait. De voir un petit peu ce que je peux faire, et au lieu de me brider à vraiment déjà avoir une idée précise et du coup apporter de la rigidité parce que j'avais déjà une idée trop précise en tête, cette technique abstraite, elle va peut-être me faire me dire que de voir les choses de manière différente, et là, au lieu d'avoir un truc un petit peu où on me dirait ouais, fais 3 personnages dans une composition, mais peut-être que instinctivement, comme c'est la facilité, j'aurais fait des personnages qui sont peut-être un peu tous sur le même plan comme ça. Mais là, avec cette technique, comme je m'émancipe des règles de l'anatomie et de tout le savoir qu'on acquérit en apprenant le dessin de manière académique, bah en fait, en baissant l'opacité, même en fusionnant et en baissant l'opacité, en fait, peut-être que je peux avoir une direction en me disant ouais, ben là on a une scène entre plusieurs personnages qui ont l'air d'être amis, par exemple. Je vais faire des bonhommes en pâte pour aller plus vite, hein, donc tranquille. Qui sont un petit peu comme ça. Genre, ça sera plus intéressant d'essayer de trouver une pose qui respecte cette dynamique, même si en termes d'anatomie elle est fausse, plutôt que d'essayer de comment dire. Il se fait bully le pauvre, mais tranquille. Plutôt que d'essayer de direct entrer dans de la rigidité à cause de nos connaissances académiques en fait. Donc du coup voilà, et là on aurait un autre personnage qui serait comme ça, hop. Je veux pas qu'il soit méchant non plus, mais genre il embête quoi. Et du coup en fait, à partir de ça, comme d'habitude c'est notre premier jet, à partir de ça, on va pouvoir avoir un début de composition et réfléchir à nos personnages, réfléchir à la dynamique, réfléchir à tout ça. Et c'est là où la technique du chaos, elle peut être tout aussi puissante que juste pour de la réflexion et du concept art. C'est qu'en composition, c'est un allié de choix en fait. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Et ce qui est intéressant avec les formes abstraites qui sont issues de la technique du chaos, c'est que, en fait, il y a rien qui est fermé, il y a rien qui est gravé dans le marbre. Du coup, genre si là, ça me plaisait pas cette dynamique avec les personnages qui sont peut-être un peu trop proches et je voudrais qu'il y ait de la distance entre les persos, rien ne m'empêche de déplacer les formes, rien ne m'empêche de faire complètement autre chose ou de partir sur un autre test avec des formes peut-être encore plus arbitraires mais un peu éloignées qui me donneraient d'autres idées. Donc voilà.
On va résumer et on va finir la VOD ici. La technique du chaos, c'est quoi? La technique du chaos, c'est simplement, c'est simplement faire des tâches, des silhouettes sur votre canevas ou votre feuille si vous êtes en traditionnel. Mais en traditionnel, la technique, elle est peut-être un peu plus difficile à mettre en place. Peut-être qu'il vous faudra une tablette lumineuse en vrai pour pouvoir travailler en transparence. Mais bref, en fait, le principe va être simple. Il va falloir faire des tâches de manière un petit peu arbitraire, à main levée, sans trop réfléchir. On évite d'utiliser les outils à disposition, genre pour faire des tâches très nettes comme ça. C'est pas intéressant. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine nervosité pour que ça soit pertinent et esthétique. Donc voilà. Et ensuite, à partir de ces tâches, on va soit essayer de sculpter à l'intérieur, comme on peut le voir là, pour essayer d'avoir un début d'idée, soit on prend le contre-pied et on dessine quelque chose à l'intérieur, comme je l'ai fait avec cette sorte d'éléphant des mers magiciens. Et cette idée, évidemment, comme je l'ai dit, toute cette technique n'est que le niveau 0 de la naissance d'une idée. De la conception d'une idée. On est vraiment en termes de recherche. Et après, on va étoffer. Et c'est ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure avec les sortes de petits parapluies. J'avais fait vraiment une forme toute moche. Du coup, en rajoutant des petits éléments, ça m'a donné une direction jusqu'à avoir une sorte de créature qui pourrait potentiellement être vraiment effrayante. Et c'est ça ce processus, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la tâche. Il faut essayer de réfléchir un peu plus loin que la silhouette qu'on vient de dessiner et apporter un petit peu de corps à tout ça. Cette technique, on peut l'utiliser dans le cadre de la conception de décors, comme on l'a vu ici par exemple, en faisant des tâches soit totalement arbitraires et on dessine par-dessus, soit en étant un peu plus précis dans ce qu'on veut, mais tout en essayant d'apporter un côté lâcher-prise dans nos formes. On peut l'utiliser sur des personnages, pour faire des cheveux de personnages. On peut l'utiliser pour de la composition, comme on vient de le voir, pour essayer de trouver des idées de composition. Ça peut être très intéressant. Et en fait, toutes ces applications, même si c'est dans différents domaines, la composition, c'est vraiment l'étape 1 d'une illustration. La conception, c'est l'étape 0, parce qu'on réfléchit déjà de base à quel univers on veut montrer. Mais c'est pas les mêmes étapes. Pourtant, ça va servir la même cause, débloquer notre créativité et pouvoir aller chercher dans les moindres recoins de son cerveau parce que on aura devant nous quelque chose de suffisamment flou pour que notre cerveau devra l'interpréter. Enfin, notre cerveau va devoir interpréter la forme pour lui donner un sens, et c'est à partir de ce raisonnement que le cerveau va avoir qu'on va essayer d'exploiter ce raisonnement pour en tirer le maximum de créativité. Tout simplement. C'est ça la technique du chaos en gros. On est sur quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Mais c'est vrai que quand on a... Et ça je le rappelle parce que je fais une sorte de petit résumé. C'est vrai que j'ai pas changé de scène du tout, hein. Je suis toujours resté sur la scène draw, donc j'espère que pour cette VOD ça ira, mais comme c'était des explications, ça va le faire. Mais on va passer ici pour la fin. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes un petit peu rigide dans votre façon de voir ces petites taches, ces petites silhouettes, il y a des petites strates, mettre des petits yeux, mettre des petits éléments, parce que j'ai parlé d'œil et de visage, parce que souvent, quand on place un œil et quand on place des yeux et un sourire, on va plutôt donner quelque chose de on va donner une apparence vivante à la forme. Et du coup, c'est peut-être plus facile pour se débloquer, mais vous pouvez donner aussi des choses qui ne sont pas forcément vivantes, faire des formes différentes, et peut-être que ça peut vous débloquer aussi. Faites vos tests. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'explication de la technique du chaos. Donc, enjoy pour la suite. Désolé, la VOD au final, elle était sur cette scène-là, qui est peut-être pas la plus agréable pour voir des petites choses. Surtout qu'il y a mon avatar qui... Enfin, il est pas pertinent pour être là, mais tant pis. Mais du coup, j'espère que vous en avez quand même tiré quelque chose et que ça vous aidera à vous débloquer dans certaines situations où vous bloquez créativement
Et n'hésitez pas à me faire part de vos expériences ou même à me dire en commentaire comment vous abordez cette technique-là et comment vous l'utilisez dans votre routine de dessin ou même dans votre processus pour conceptualiser une idée. Tout simplement, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. Bref, on se laisse ici. La VOD, elle était peut-être un petit peu longue pour des explications aussi basiques, mais c'est important de théoriser, d'aller plus loin. Et il y a peut-être des gens qui ont besoin de plus de précision pour comprendre l'essence d'une technique qui peut paraître simple au premier abord, mais qui a quand même des subtilités. Bref, des bisous et on se revoit dans la prochaine VOD.